Sérieusement, on sera tous d'accord pour dire que les bons films, ils viennent que d'Europe, des États-Unis et du Japon. Enfin, quand vous regardez ce que fait le reste du monde, c'est soit des nanars où on comprend rien, soit des films d'auteurs chiants où on comprend rien. Bonjour à tous, c'est Nefele qui vous parle, et aujourd'hui c'est la première vidéo d'une nouvelle chronique qui n'a d'ailleurs toujours pas de nom, j'espère qu'elle en aura au moment du montage. Enfin bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important en tout cas, c'est que cette nouvelle émission sera aussi bien abstraite, voire nébuleuse, que très ciblée et méthodiquement travaillée, c'est-à-dire qu'elle va traiter de sujets très vastes mais en même temps très précis. Donc aujourd'hui, le premier sujet que j'ai choisi pour commencer, c'est un sujet oui, que je trouve très bien choisi pour... oui, je choisis très bien mes sujets. Hein. Pour, c'est un sujet que j'ai choisi exprès ouais, pour commencer. C'est la mondialisation. Alors pourquoi la mondialisation? Parce que c'est un sujet... excuse-moi, c'est le rapport qu'a le cinéma avec la mondialisation. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un cours de géo. J'ai une théorie sur le rapport qu'ont le cinéma et la mondialisation. Et voilà, je souhaiterais vous en faire part. Donc je viens de voir que mon ordinateur vient de se mettre en veille, donc j'espère que ça n'a pas coupé, donc je vérifie, désolé pour cette petite gêne, j'espère que je le couperai au montage, je pense. Rebonjour à tous, donc c'est toujours Nefele qui vous parle, et ça ne change rien, l'ordinateur peut se mettre en veille. Oui, oui, excusez-moi, hein, c'est la première fois que j'enregistre une vidéo de cette façon-là, donc c'est-à-dire spontanément, le micro est branché à mon PC, enfin bref, j'ai le droit de faire de quelques petites erreurs, hein. On m'excuse. Bref, je les remarque. En me réécoutant d'ailleurs, j'ai vu que je faisais souvent ce petit bruit là. Ouais, je suis désolé, hein, ça doit pas être super, je vais essayer de pas trop le faire. Enfin bref. Donc, excusez-moi, il y a un camion qui passe, j'espère que vous ne l'entendez pas. Oh là là, super début. Donc, aujourd'hui, on va parler du rapport qu'entretiennent le cinéma et la mondialisation. Alors déjà, si vous savez pas ce que c'est la mondialisation, vous devez être déjà un peu paumé. Donc, vous en faites pas. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais faire un petit topo. Et si vous vous dites, mais ça n'a aucun rapport, si, si, c'est très lié. Et je vais un peu analyser tout ça. Enfin bref, l'ordinateur vient de se remettre en veille, je panique pas. Donc, oui, aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale, pour deux raisons. Première raison, c'est que le sujet, c'est la mondialisation, j'allais dire globalization en anglais. Et donc, en fait, ouais, d'où l'anglais, ou le français, hein, c'est global, c'est le monde. Ça touche à tout, ça touche à énormément de choses. Et en fait, pourquoi je veux commencer par ça? Et bah parce que ça va constituer peut-être un espèce de sommaire pour moi. Disons que je vais vous sortir une série de vidéos, et je pense que pas tous, hein, je vais pas évoquer toutes les prochaines vidéos, mais je vais évoquer quelques vidéos que j'aurais envie de faire à travers cette vidéo, c'est-à-dire que je vais parler, je vous parle en direct et je sais déjà à peu près ce que je vais dire. Et donc à des moments, je vais évoquer des points et j'aurai pas le temps de les approfondir, sinon la vidéo va durer très très longtemps. Et donc je vous dirai que je les approfondirai dans une autre vidéo. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu sommaire, ça touche à tout. Et même aujourd'hui en géo, enfin vous savez le problème avec la mondialisation, c'est que on met tout et n'importe quoi. C'est un peu synonyme de monde actuel. Ouais, c'est la guerre en Libye, bah, c'est ça la mondialisation. Les géographes ont un peu tendance à tout mettre. Nous, on va se limiter au cinéma et c'est ça la qualité de mes vidéos, c'est que voilà, le sujet est délimité. Juste un moment, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est la mondialisation. Mais vous en faites pas, c'est pas un cours de géo, hein, je vous l'ai dit. J'ai une théorie. Bref. Et donc je vous disais que cette vidéo sera un peu spéciale pour deux raisons. Donc la première, c'est que c'est un sujet très vaste. Et la deuxième, eh bien, c'est que c'est ma première vidéo. Eh ouais. Et comme c'est ma première vidéo, je tiens à me présenter un petit peu. Pas ma vie, hein, j'ai pas envie de vous raconter ma vie. Je vous donne pas, même pas mon prénom d'ailleurs. Hein. Moi je m'appelle Lefele, voilà, je me mouille pas. Et donc voilà, j'ai envie de me présenter. C'est-à-dire que j'ai pas envie non plus de présenter l'émission dans le sens où je présenterai le concept de l'émission. Euh, le concept, c'est-à-dire comment fonctionne l'émission. J'ai pas envie. Enfin, si l'émission fonctionne, parce elle a une ligne narrative, parce qu'elle a un début, une fin, une cohérence, vous me le direz. Si elle fonctionne pas, vous me le direz aussi et vous me direz pourquoi. J'attends ça de vous. Enfin, s'il y a des gens qui me regardent. Bref. Non, non, moi j'ai envie de vous présenter le ton, l'ambiance, l'atmosphère de cette émission. C'est-à-dire comment je suis avec vous. Parce que
Voilà, moi c'est un peu mes débuts. Non, c'est pas mes débuts sur YouTube parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la chaîne Les Nanarchistes que vous pouvez aller voir. Bon, c'est d'où les Nanarchistes, hein, il y a nanar dedans. Voilà, il y a un peu de tout. Et non mais j'ai envie de dire que c'est un peu mes débuts sur YouTube au sens où je vous parle de moi-même. Et moi sur YouTube il y a un truc que j'aime pas trop avec ce qu'on pourrait appeler les YouTubeurs, c'est que ils sont pas vraiment eux-mêmes. Ils ont vraiment ils montrent une image, ils parlent pas vraiment. Ils essaient. En fait c'est carrément une marque. Ils ont la marque YouTuber donc ils essayent de se donner le genre. Genre je suis proche de vous. Alors qu'en fait pas du tout. Les mecs ils ont des millions de personnes qui les suivent. Ils sont sur la lune les mecs. C'est là-haut c'est le soleil. Ah Quenelle. Bref, désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc moi j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai envie d'être proche de vous. Alors, mais pour ça, en fait enfin, pour vous expliquer un peu mieux ça, avant de commencer sur la mondialisation, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, enfin une histoire, je sais pas si on peut appeler ça une histoire. C'est que au début, quand j'ai voulu faire cette vidéo, le cinéma et la mondialisation, je me suis mis à l'écrire. C'est-à-dire, vous savez, quand on fait une vidéo, souvent on nous conseille écrivez-la, ça sera beaucoup mieux, ça sera cohérent, vous pourrez mieux la travailler, vous aurez une base. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est pas mon truc. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pour ça maintenant. C'est pas mon truc parce que quand je l'ai écrit, j'ai commencé par un sketch. En fait, au début, ça commençait comme ça. Déjà, je voulais me filmer, donc vous voyez, c'est pas du tout le même truc. Euh, ouais, j'y reviendrai plus tard. Une petite idée, vous en faites pas. J'oublie pas. Donc, c'est pour ça, c'est d'où ce petit moment cette petite absence. Donc, je disais, je voulais me filmer, en fait, je voulais commencer. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de la mondialisation. Et là, d'un coup, pah, on entend un coup de fusil. En fait, c'est un mec qui vient de se suicider. Et qu'est-ce que ça voulait dire ça? En fait, c'était bonjour, je commence par la mondialisation. Vous entendez le mot mondialisation et vous vous suicidez. En fait, ce mec qui se suicidait, c'était un peu le public. Comme si, dans ma tête, la mondialisation c'est trop compliqué pour vous. Non, je pense pas ça. Parce que, ouais, c'était vraiment. Vous savez, c'est vraiment l'esprit du. Comme je l'ai écrit, le texte était ouais, inondé de cet esprit du mec qui se prend un peu pour un prof, qui va remplir la tête de ses bons élèves d'idées qu'il a trouvées sur Wikipédia. Non, déjà, c'est pas des idées que j'ai trouvées sur Wikipédia, c'est mes théories à moi. Voilà. Et je vous considère comme mes égaux, ouais, voilà. J'espère vraiment qu'il y aura un dialogue. J'espère qu'on va pouvoir bâtir ensemble une vérité. Et en plus, commencer par ce sketch, déjà c'était, vous savez, on aurait dit presque un... Enfin pour moi j'aurais vu ce sketch, je me serais dit Néfélé, c'est mon pseudo hein, sur YouTube au cas où vous l'aurez pas compris, je me serais dit Néfélé c'est un espèce de gamin qui veut faire hey, regardez-moi, regardez-moi. Non, moi j'aurais vu cette vidéo, je vous le dis, hein, je me serais senti insulté, j'aurais direct viré. Bon, chacun ses goûts, hein, en plus c'était pas si mal, enfin, ouais non, c'était vraiment un sketch de merde. Bref, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, je disais. Donc si moi j'avais vu cette vidéo avec ce sketch au début, déjà j'aurais vu un gamin qui fait regardez-moi, un mec en manque d'attention. Et en plus, j'aurais vu quelqu'un qui n'assume pas son sujet. Et ça c'est le plus grave, parce que j'aurais vu quelqu'un qui n'est pas authentique. Et moi, je suis authentique. Quand je vous dis ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Moi, le monde actuel et le cinéma, je pense que ça a des choses... Enfin, ça a vraiment... Il y a quelque chose de très intéressant. Je vais vous l'expliquer après. Enfin bref, c'est ma passion. Et je n'ai pas à faire de petits sketchs potaches ou un peu débiles pour vous la faire passer. Non, non, moi je suis sincère avec vous. Voilà, je voulais vous le dire. Et aussi, encore une chose, pardon, si je voulais vous dire ça, c'est aussi pour vous montrer une chose. C'est que j'ai un côté obscur. Et ouais, parce que ça, je l'ai écrit spontanément. Je me suis pas dit, je vais l'écrire pour que ça fasse des vues ou. Enfin, je me suis dit inconsciemment, inconsciemment, il faut que je fasse une blague pour retenir leur attention. Non, ça c'est pas bien. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux faire. Donc si je fais ça, peut-être qu'il y a des gens qui le font très bien, hein, qui font des blagues, et c'est parfait. Moi, c'est pas mon truc. L'humour facile comme ça, c'est pas mon truc. Donc, si je faisais ça, pour moi, c'était comme si je commençais du mauvais pied. C'est comme si j'étais pas moi-même. Vous voyez? Et j'ai envie d'être moi-même sur YouTube. Alors, comme c'est ma première vidéo, autant commencer en étant moi-même. Voilà. C'est ma passion, bref. Je pense que vous l'avez compris. Et donc, voilà, non mais voilà, là où je voulais en venir, c'est que j'ai fait ça spontanément, inconsciemment.
Ce qui veut dire que j'ai aussi un côté obscur, que je suis aussi faillible. Et oui, tous les hommes, l'erreur est humaine. Gandalf le dit, hein, nous sommes tous sensibles au pouvoir de l'anneau. Et en faisant ça, je commençais un petit peu à titiller l'anneau. Un futur Gomoul, j'étais encore Smigol, enfin bref. J'espère que vous apprécierez la comparaison et que vous la comprendrez si vous voyez un peu le Seigneur des Anneaux. Bref, voilà, j'ai un côté obscur. Je ne commence pas du mauvais côté. J'estime que je commence de la bonne façon. Et j'espère que ça durera jusqu'au bout. Enfin, je peux pas le prédire, hein, encore une fois. Tous les hommes sont faillibles. Bref, allons-y, pardon. Commençons sur la mondialisation. Alors, ça va être compliqué. Par quoi je commence? Ma théorie. Allez. Alors, j'ai une théorie sur le rapport. Je pense que le cinéma et la mondialisation sont deux choses très liées. Donc, j'ai une théorie que j'ai carrément écrite, mais je n'ai pas là, donc j'espère que je vais bien m'en souvenir. Et elle est un peu compliquée. Elle a un peu un vocabulaire compliqué, donc il va falloir que je vous explique ça. Et ça, il va falloir que je vous explique deux choses avant que vous compreniez. Je pense que vous ne comprendrez pas la théorie si je vous la dis avant. Vous voulez que je vous la dise avant? Bon, allez. Alors, je vous l'ai dit, mais si vous ne comprenez pas, hein, ne vous en faites pas. Le reste de cette vidéo est dédié à l'explication de cette théorie. Alors, ma théorie, c'est l'intégration d'un pays producteur de films. Non, excusez-moi, l'intégration d'un pays à la mondialisation joue un rôle essentiel sur les films que produit ce pays et sur le monde actuel. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il manque un truc. En fait, vous savez, quand je vous ai dit que j'avais écrit le truc, le texte, ça m'a aussi un peu permis d'y réfléchir. Donc, sauf que là, j'ai rien devant moi. Donc, oui, je vous parle spontanément. Ah ouais, d'ailleurs, avant de commencer, excusez-moi, j'ai oublié. Euh, je fais un podcast, oui, un podcast au premier sens du terme, c'est-à-dire que je parle et je ne coupe pas, enfin presque pas. Il y a des petits moments où j'ai des petits bugs, j'essaierai au fil du temps de faire de plus en plus des vidéos sans cut, parce que ça fait aussi partie du ton de cette émission, c'est un truc direct. Et donc voilà, donc il n'y a que le son. Donc si vous regardez l'image depuis tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai mis, mais ça ne sert à rien. À part à deux trois moments, je pense que je vais vous passer une vidéo que j'aurais tournée moi-même parce qu'avec les droits YouTube et tout ça, voilà, c'est un peu la merde. Enfin, j'ai envie de faire un contenu original en même temps. C'est bien de faire un contenu original. Il y a du bien aussi, il y a du bon. Enfin bref. Je vais pas m'avancer sur ce sujet. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je pense que ce sera jamais vraiment le thème. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Je disais oui, il n'y a que le son, donc vous n'avez pas à regarder, vous pouvez faire autre chose. Et c'est ça qui est bien. Regardez-le, voyez-le comme un plus. Ne vous dites pas il a que le son, c'est un flemmard. Non. Vous pouvez sur YouTube, vous passez énormément de temps. Mais là, je vous parle, mais en même temps, si vous voulez, vous pouvez dessiner, vous pouvez jouer aux jeux vidéo ou vous pouvez écouter de la musique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas mettre de bande son. C'est parce que je pense que on a tous des goûts musicaux différents. Et si je vous avais mis ce que j'aime moi, peut-être que vous n'aimerez pas vous. Enfin bref, mettez de la musique au moins. Sérieux. Ou dessiner. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Ne lisez pas parce que sinon vous n'allez pas, vous n'allez pas pouvoir suivre deux choses à la fois. Ne regardez pas un film, ne regardez pas d'autres vidéos. Enfin, soyez logique en même temps. Bref, je pense que vous savez vous débrouiller tout seul. Vous êtes grand. J'ai fait une méga parenthèse sur le fait que mes vidéos n'étaient que du son. Où est-ce que j'en étais avant j'espère que j'ai pas ouvert un truc que je n'ai pas refermé. Donc j'en étais sur la théorie oui, sur ma théorie sur la mondialisation. Putain, j'espère que ça enregistre. Oui, ça enregistre. Désolé, j'ai eu un petit coup de stress. Je me suis dit, et si j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer au début? Enfin bref. Ah, c'est un plaisir, je vous le dis, hein, en fait c'est un plaisir de parler spontanément. D'un coup je me le dis, vraiment, j'aime ça. Beaucoup plus que beaucoup de choses que j'ai faites auparavant. Donc voilà, j'espère que le plaisir est mutuel. Moi ça me fait vraiment plaisir de parler comme ça. Je pensais que j'y arriverais pas, mais apparemment j'ai l'impression de me débrouiller pas mal. Vous me direz, hein. On sait jamais. Qu'est-ce que je disais? Voilà, encore une fois, désolé, hein, j'ouvre des parenthèses. Ma théorie sur la mondialisation, je vous la répète, l'intégration d'un pays à la mondialisation joue un rôle essentiel sur les films qu'il produit et sur le monde actuel. Peut-être que vous ne comprenez pas, c'est pas tellement difficile en même temps, mais je veux vraiment détailler ça. Voilà, je vous l'ai dit, hein, mon émission elle est vaste et très précise. Là, on va aborder on va parler du cinéma asiatique, du cinéma européen, du cinéma mondial, parce que je trouve qu'il y a un cinéma, enfin bref, je vais vous l'expliquer.
Et ensuite, on va être beaucoup plus précis. Je vais vous prendre des exemples très précis, des noms de réalisateurs et tout. Enfin bref, voilà. J'avais dit que j'expliquerais pas le concept de mon émission, mais bon, je le fais, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas. Vous me direz si ça vous fait chier, si ça vous saoule ou pas. Où est-ce que j'en étais? Donc, cette théorie, peut-être que vous ne la comprenez pas, ce n'est pas grave. Putain, je fais que me répéter, hein. J'espère que je vous saoule pas en fait. Hein. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, je vous disais qu'il faut deux choses pour bien comprendre cette théorie. Alors, première chose, pour moi, une théorie se base sur des... Enfin, pour moi, pour beaucoup de gens, se base sur ce qu'on appelle des axiomes. Un axiome, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une vérité qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on admet. C'est-à-dire quelque chose oui, qui est admis, qui est évident, comme la Terre est sphérique, ou je ne sais pas, 1 plus 1 égale 2. Et je pense que c'est important de le préciser parce que ma théorie comporte un axiome. Alors, et beaucoup de choses, il y a beaucoup d'axiomes en fait dans la... Il y a beaucoup d'axiomes dans les théories et dans les thèses qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère comme préacquis et qui en fait peuvent être totalement démontées. Et en fait, on peut vous convaincre sur plein de choses, alors que la base, elle n'est pas toujours très fiable. Donc moi, encore une fois, je suis honnête, je vous dis ma base. Alors ma base, c'est que pour moi, il y a un cinéma national. Et les cinémas, les films, et les cinémas aussi, l'architecture des cinémas, c'est très intéressant. Enfin bref. Ouais, ça pourrait entrer dans le sujet, mais bon, c'est très intéressant pour les cinéphiles. Hein. Bref, les films ont une originalité nationale. C'est-à-dire que pour moi, c'est la base de ma théorie. Hein. Enfin, la base, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ne serez pas d'accord avec ma théorie. C'est-à-dire que selon un pays, le film sera différent. Et non pas forcément selon le réalisateur. Alors, c'est un peu compliqué de vous expliquer ça. En gros, regardez, je vous dis cinéma anglais. Vous avez des images dans la tête? Quelques films, je sais pas, les Terry Gilliam, ou enfin, bref, ce que vous connaissez, chapeau melon, bottes de cuir. Là. Bref. Maintenant, je vous dis cinéma japonais. Vous n'avez pas les mêmes images, vous n'avez pas les mêmes décors, pas la même bande son, ils n'ont pas du tout la même façon de parler. Là, c'est ça en fait, c'est l'identité culturelle. Ce qui fait ce que Spinoza, excusez-moi, je suis en philo, hein. Je suis en terminale. Oula, je veux pas vous dire, vous n'avez rien entendu, je veux pas trop révéler. Mais bref, je fais de la philo. Donc Spinoza appelle ça le conatus, c'est ce qui fait l'essence d'un individu, de quelque chose. Ça, c'est abstrait ce qu'il dit. Mais bref, oui, c'est la spécificité du cinéma d'un pays. Donc là, vous vous dites, ouais, bah, enfin, je vois pas en quoi ça serait, en quoi j'y croirais pas. Ça, enfin, vous dites pourquoi tu nous rappelles ça avant de commencer là, sur la mondialisation. Et bah parce qu'on peut ne pas forcément être d'accord. On peut penser que le cinéma, c'est d'abord un réalisateur et qu'un réalisateur japonais peut être très proche du cinéma d'un réalisateur américain. Eh ben, pas forcément. Moi, je suis d'avis que avant le style du réalisateur, il y a le pays d'où vient le réalisateur. Alors bien sûr, oui, vous allez me dire, il y a des exceptions et des réalisateurs qui sont à la fois américains et, et africains. Excuse-moi, l'Afrique n'est pas un pays. Bref, et oui, il y a des mix, bien sûr. Mais en fait, oui, c'est la nationalité d'un réalisateur qui joue vraiment sur le style d'un réalisateur. Et là, vous vous dites, ah ouais, vraiment. Je vais vous prendre un exemple. Tim Burton. Imaginez, non, vous voyez Tim Burton, vous voyez tous le style de Tim Burton, un petit peu les cadavres un petit peu décalés, les morts vivants mais gentils, vachement côté expressionnisme allemand. Cherchez, si vous ne connaissez pas l'expressionnisme allemand, c'est un courant artistique du début du XXe siècle très intéressant. Cherchez. Bref. Vous voyez le style de Tim Burton. Vous dites, non mais c'est le style de Tim Burton. Il pourrait être américain, japonais, ça change rien, c'est Tim Burton. Imaginez que Tim Burton soit né, je pense souvent le Japon. Changeons. Imaginez que Tim Burton ne soit pas né aux États-Unis, mais soit né en Inde. Voilà. C'est bien différent, je pense. Il est grandi, il a eu un peu la même histoire, oui, il a eu la même histoire, les mêmes traumatismes. Je connais pas la biographie de Tim Burton. Imaginons qu'il a été, quand il était gosse, traumatisé par une araignée. Je ne sais pas, parce que quand je vous parle, il y a une énorme araignée en face de moi. Putain, j'en ai jamais vu une si grosse. Enfin, voilà. Voilà, il a eu la même histoire, mais il a grandi en Inde. Vous croyez vraiment que son cinéma sera le même Il y aura peut-être le même. Non, il y aura le même style. Ça sera Tim Burton. Il y aura pareil, les mêmes références, le même esprit, mais à l'indienne. C'est la petite saveur en plus. Et je pense que c'est prédominant. Voilà, donc ça c'était vous expliquer, pour vous expliquer ce que j'appelle le cinéma par identité nationale.
c'est-à-dire que le style, le pays joue énormément aussi sur le style, sur le rendu final, sur l'impression finale qu'on aura d'un film. Donc ça c'est un truc c'est un axiome de ma théorie. À propos de Tim Burton, j'avais écrit un long truc où je le démontais parce que Tim Burton pour moi aujourd'hui il a vendu son âme. Et c'est très long en fait, hein, ce que j'avais écrit. Donc je je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais nuancé. Hein. Quand je dis qu'il a vendu son âme, je suis pas catégorique non plus. Hein, vous en faites pas. Mais j'ai un avis sur ce gars. Et je pense qu'il vaut la peine. Enfin bref, j'aimerais vous parler un peu de ce gars. Et surtout en fait, c'est pas vraiment de ce gars parce il y a beaucoup d'autres réalisateurs qui méritent qu'on parle un peu plus d'eux parce que lui est vachement connu. Et ah oui, je vous le dis, hein, moi dans cette émission, j'ai pas forcément envie de vous parler des mecs les plus connus. Au début, je vous parle un peu de ce que vous connaissez, mais très vite, ça va changer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un jour, je ferai une vidéo, et là, ça sera une putain de grosse vidéo que vous avez. Bah, un jour, je ferai une vidéo sur Disney. Et je vous promets que ça sera de la bombe. J'espère, en tout cas, je l'espère. Voilà, c'est dit. Première vidéo ouverte pour le thème. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais, pour ma théorie, il faut connaître deux choses. Enfin, il y a deux choses qu'il faut que vous ayez comprises. C'est que c'est que le cinéma a une identité, que les films ont leur identité selon les pays. Et deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est la mondialisation, tout bêtement. Attendez, je voulais dire un truc avant. Excusez-moi, je coupe. Désolé. Il faut que je réfléchisse à un truc. Désolé. Je vous le dis, hein, voilà. Je vous dis quand il y a un cut et que je suis pas sincère avec vous. Parce que oui, c'est ça le montage. Hein. Ça veut dire que là, je coupe et je vais réfléchir à un truc. Je vais me dire, oui, est-ce qu'ils ont aimé ça? Est-ce que c'est pas trop chiant? Ça enlève un peu de ma spontanéité. Donc je vous le dis, je cut. Oui, me revoilà, désolé. En fait, c'était tout bête. C'est juste que, vous savez, je vous ai dit que c'était une vidéo sommaire, donc avec plein d'ouvertures, et j'en ai oublié une dont j'avais envie de vous parler en fait. Donc c'est ça qui me titillait, et je savais plus ce que c'était. Bref, en fait, c'est quand je vous disais que tous les pays ont, que tous les cinémas, tous les films ont une identité selon leur pays, je vous disais oui, il y a un cinéma anglais, un cinéma japonais, il y a un cinéma américain. Et j'avais envie d'aller plus loin, et c'est là où j'ai oublié d'aller plus loin. C'est qu'il y a même un cinéma régional. Regardez les États-Unis. Il faut pas. Il y a le cinéma de la côte ouest par opposition au cinéma de New York. C'est pour ça qu'en fait j'ai envie de vous dire arrêtez de dire le cinéma américain. Déjà, on dit pas le cinéma américain, on devrait dire le cinéma états-unien. Bah oui, parce que quand on dit le cinéma américain, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis, c'est l'Amérique. Donc les États-Unis ont la mainmise sur tout le continent américain. Et ça, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien avoir, les Américains. Mais on va pas leur laisser plaisir. Donc disons le cinéma états-unien. Enfin, ouais, ça fait bizarre, je vous l'avoue. Mais bon, ouais, c'est triste, mais bon, il faut dire le cinéma états-unien. Donc, oui, non mais voilà, ce que je voulais dire à propos du cinéma états-unien, c'est que il y a plusieurs types. Ce n'est pas qu'Hollywood. Ce n'est pas qu'Hollywood. Je suis désolé. Il y a le cinéma de New York. Il y a le cinéma qui vient du Midwest. Il y a le cinéma de tous les États. On peut parler de cinéma du Texas, du cinéma de Louisiane. Je suis sérieux. Hein. Il y a vraiment beaucoup de genres. Donc quand vous dites ouais, le cinéma américain, déjà dites le cinéma états-unien s'il vous plaît. Ouais, le cinéma états-unien, c'est toujours la même chose. Non, non, déjà vous parlez d'Hollywood. Et, deuxième chose sur les États-Unis, Hollywood, arrêtez de diaboliser le truc aussi. Bon, enfin, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais pour ceux qui le font, c'est pas que le diable Hollywood. Hein. Il y a des bons trucs. Enfin, ouais, il y a très peu de gens en fait qui diabolisent Hollywood, je pense. Mais il y a quand même des gens qui ont un avis un petit peu douteux sur ce qu'est Hollywood. C'est pas que génial aussi Hollywood. Enfin bref, c'est vraiment le but de mes vidéos. Nuancer. J'ai envie de nuancer vos idées reçues. D'ailleurs, je pense que vous avez des idées reçues sur la mondialisation et j'ai envie de vous les dissiper maintenant. Donc, on oublie les États-Unis, ça sera une vidéo. J'ai envie de faire des vidéos spéciales, spéciales pour les pays, des vidéos spéciales cinéma japonais, spéciales cinéma américain, spéciales cinéma coréen, enfin bref. Voilà, prochaine vidéo, enfin non, la prochaine vidéo ça ne sera pas ça, mais un jour vous aurez une vidéo sur le cinéma américain, vous aurez une vidéo sur Disney comme je vous l'ai déjà dit, et vous en aurez d'autres, on verra si je les évoque, si je les évoque pas, c'est pas grave, vous aurez la surprise au moment où je les sortirai. Voilà, c'était le petit truc qui m'avait fait titiller, qui a fait que je vous ai fait, que j'ai coupé et que j'ai fait une pause. Enfin bref, et j'ai pu boire parce que sérieux, parler comme ça sèche un peu la salive. D'ailleurs, il faudrait que je pense pour les prochaines vidéos, ou même maintenant, à prendre un verre d'eau avec. Excusez-moi, c'est une note pour moi, vous vous en foutez complètement.
Mais maintenant, je ne le répéterai plus parce que maintenant j'y penserai. Voilà. Alors, ma théorie. Vous avez compris, il y a un cinéma national. Maintenant, il y a aussi. Maintenant, il faut que je vous explique ce que c'est la mondialisation. Parce que peut-être que. Ouais, après tout, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent absolument pas le terme de mondialisation. Donc j'ai fait exprès, hein, normalement, vous avez tout compris, il n'y avait pas besoin de savoir ce que c'était. Alors, je vais vous demander de regarder la vidéo maintenant, parce que peut-être que je le ferai pas, parce que j'aurai la flemme, mais j'espère que je le ferai. Donc, si tout se passe bien, maintenant que j'ai dit ça, je pourrais pas me permettre, je vais le faire, je vais le faire. Une petite animation qui vous explique ce que c'est la mondialisation. Une animation sans son, enfin, juste des images pour illustrer ce que je vais vous dire maintenant. Donc, ouais, quand j'avais écrit cette première version, j'avais trouvé une espèce de métaphore. Je sais pas si elle est très juste, si les géographes qui m'écouteront, s'il y en a, seront forcément d'accord. Mais je pense que ça peut vous aider à peu près à comprendre. Bon, si vous savez déjà ce que c'est, je pense que ça va vous faire chier, enfin bref. Imaginez une cour de récréation. Voilà, votre enfance. Voilà. Vous avez trois amis. Est-ce qu'on leur donne des noms? Non, on s'en fout. Vous avez trois amis qui décident de fonder un club. En fait, ces trois amis jouent aux billes. Donc en fait, au début, ils s'échangent un peu leurs billes entre eux. Et au final, ils se rendent compte qu'ils ont un peu tous le même billes. Enfin, au final, ils ont pas, ça change pas parce que il y a peut-être 30 billes qui tournent entre eux, donc ça devient un peu chiant. C'est comme si vous jouiez au Pokémon et que vous n'achetiez jamais de nouvelles cartes Pokémon. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Bref, ces trois amis jouent aux billes et en fait, ils commencent à aller voir les autres enfants de la cour de récréation et ils élaborent des stratégies pour gagner les billes loyalement, hein, légalement, en respectant les règles des autres enfants. Enfin, pas toujours, hein. Parfois, ils leur en cassent un peu les dents, mais c'est pas toujours. Bref. Et en fait, en faisant comme ça, ils commencent à devenir les trois gosses qui ont le plus de billes de la cour de récré. Et en fait, au final, ils ont toutes les billes à eux trois, alors qu'il y a, je sais pas, on va dire qu'il y a 20 enfants. Je sais pas, bref. Ouais, disons 20 enfants. Il y a 20 enfants dans la cour de récré, je sais, c'est pas beaucoup, c'est pas réaliste, c'est pas grave. Et ces trois gosses sont ceux qui ont le plus de billes, qui ont le plus de richesses, j'allais dire au monde, ouais. Ils ont le plus de billes de la cour de récré. Alors à partir de là, il se passe deux choses, deux phénomènes. Ah merde, ouais, il faudrait leur donner des noms. En disant Pierre, Paul et Jacques. Bref, Pierre, ouais, je sais, pourri comme nom, je sais. Pierre a des billes jaunes, Paul a des billes rouges et Jacques a des billes vertes. Et en fait, à force de rester entre eux et de ne pas se mélanger aux autres, leurs billes, elles, se mélangent un petit peu. Alors qu'au début, ils avaient tous un petit peu les mêmes couleurs de billes. Enfin, Pierre avait des vertes, l'autre avait des rouges, bref, vous avez compris. Vu qu'ils tournent un peu entre eux, au final, ils ont commencé à avoir un mix de billes, et on sait plus trop à qui appartiennent les billes, et donc du coup, ça c'est un peu mélangé. C'est même très mélangé. Ça n'a plus trop d'identité propre. Voilà. Ça c'est le premier truc qui se passe, c'est qu'au final, à eux trois, ils ont plus trop, on sait plus trop à qui sont les billes. Et deuxième chose, les élèves qui n'ont plus de billes, eux, ça, bon, s'ils étaient intelligents, ils se diraient, ouais, mais on s'en fout des billes, il y a que eux, c'est leur truc à eux. Nous, on va trouver un autre système. Enfin bref. Non, eux, ils veulent récupérer leurs billes. Et ceux qui se disaient on va trouver un autre système, devant, pas un autre jeu, hein, excusez-moi, le système, c'est le capitalisme libéral. Bref, ceux qui se disent on va trouver un autre jeu, et ben ils suivent vu que tout le monde, la grande majorité, essaye de récupérer leurs billes. Et le peu qui essaient de trouver un autre jeu, et ben en fait ils se mettent à être obligés s'ils veulent pas être complètement en marge et la risée de la cour de récré. Il faut qu'eux ici ils se mettent aux billes. Donc les premiers. Donc il y en a qui essaient de récupérer leurs billes. Et pour ça en fait comment ça va se passer? Eh bien il va y en avoir qui vont réussir mieux que d'autres. C'est-à-dire que tu vas avoir sur les 20 élèves, il y en aura peut-être 5, ouais. 5 qui vont réussir à être un peu plus influents que les autres. Et en fait, ils vont réussir à avoir plus de billes. Et sur les 20, il y en aura peut-être 10 qui vont réussir à devenir les potes des 5 qui étaient devenus les potes avec les 3 premiers. Vous me suivez? J'espère que c'est assez clair. Avec l'animation, vous devrez y comprendre. Et donc, ouais, en fait, disons que les 3 premiers, on va dire que ils ont, je sais pas, 50 billes chacun. Les 5 qui suivent, ils ont 30 billes chacun. Et les 20 les 3 plus 5, les 12 qui restent, ils ont 10 billes chacun. Ouais, vous voyez à peu près les proportions? Voilà. Et en fait, le phénomène qui se passait entre les 3 premiers qui se mélangent leurs billes, et ben ça commence un peu à le faire avec les 5 qui y a après. Et avec les 12 qui y a après, un petit peu moins. Un petit peu moins avec les 12. Et un petit peu plus avec les 5. C'est-à-dire que au final, ils commencent vraiment à avoir un peu tous les mêmes billes. Ils commencent à avoir des billes violettes, rouges, vertes, toutes les couleurs que vous voulez. Mais
Avant, chacun avait ses propres billes. Et maintenant, elles se mélangent un petit peu. Surtout sur les 5, enfin surtout sur les 3, mais dans ce qui reste, surtout sur les 5 et un peu moins sur les 12. Et en fait, si on voudrait être encore plus précis, on pourrait dire que en fait, il n'y en a pas 12, il y en a 10, et les deux qui restent, eux, ils n'ont pas du tout de billes, c'est la risée. Justement, c'est ceux qui ont ceux qui ont décidé de pas suivre ou qui n'y arrivent pas, parce que c'est vraiment pas leur truc les billes et du coup ils ne peuvent pas suivre le mouvement. Est-ce que c'est triste? Je ne sais pas. Non, je pense pas que ce soit triste. Prenons un peu de recul, hein. Voilà. Est-ce que je vais vous poser une question, mais vous ne pourrez pas répondre. Enfin, répondez dans les commentaires si vous voulez. J'espère que ça a été clair. Voilà, est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez réussi à faire le parallèle avec le monde actuel? En fait, ces trois billes, ces trois premiers, oui, les billes, ces trois gamins au début, eh ben, ce sont les États-Unis, l'Europe et le Japon. Et ouais, ouais. Ce sont les trois membres de la triade. La triade, c'est ce qu'on appelle le pôle influent, enfin c'est le pôle influent en géographie. Je vous avais dit qu'on ferait pas de géo. J'en fais un petit peu depuis un petit moment, là. Désolé. Mais je pense que c'est assez important de savoir ça parce que vous pouvez un peu comprendre comment fonctionne le monde actuel. Donc les trois premiers commencent en fait à avoir un petit peu une culture qui se ressemble vachement. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut sur par exemple le Japon, moi je trouve que c'est pas tellement une culture aujourd'hui, hein, aujourd'hui bien sûr, différente de celle des États-Unis et de l'Europe. Et quand on dit moi j'adore le Japon, ouais c'est trop cool le Japon, et bah je suis désolé, mais dans les circonstances actuelles, quand vous dites ça, c'est exactement comme si vous disiez moi j'adore les États-Unis, moi j'adore la France. Y a pas de problème. Mais ne soyez pas fanatique. Comme toujours, nuancé, encore une fois. Et c'est pour ça que je vous ouvre une nouvelle vidéo, enfin je ferai une vidéo nuancée sur votre amour pour le Japon. Le Japon c'est un très beau pays, mais n'en faites pas trop non plus. Il y a une histoire un peu mitigée, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais, enfin bref, ah, vous en faites pas. Et puis récemment Fukushima Daiichi, si vous rappelez les trucs, enfin bref. Je vous ferai une vidéo spéciale Japon, vous en faites pas, je vous expliquerai mon point de vue là-dessus. Sur le cinéma japonais, bien sûr, hein, toujours. J'ai l'air de faire de la géographie, mais c'est sûr, on va parler de cinéma, vous en faites pas. En fait, on va en parler de celui Non, 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 parce qu'on en parlera une fois que je vous aurai expliqué, ou que je vous aurai redit ma théorie. Et donc, vous avez ces trois qui ont un peu mélangé leur culture, et après, vous avez les cinq qui commencent un petit peu à se mélanger. Et les cinq, eh ben, ce sont ce qu'on appelle les BRICS. BRICS, ce sont les gros pays émergents. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, BRICS, c'est les premières lettres de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Bon, Afrique du Sud, on l'ajoute un peu pour le fun, hein, parce que, pour faire plaisir. Parce que je sais pas si c'est vraiment au niveau de la Chine ou de l'Inde, hein, enfin bref. Ou du Brésil, ou de la Russie, bon, vous avez compris le principe. On va dire les briques, hein, parce que perso, moi, l'Afrique du Sud, je la mettrais plutôt dans les 12 qu'il y a après. Enfin bref. Et donc ces 5 commencent sérieusement, ouais, sérieusement à concurrencer les trois premiers et à avoir un peu plus presque plus de billes que les autres. Vous avez dit, hein, les trois premiers ont 50 billes chacun et les BRICS, eux, en ont 30 chacun. Alors oui, il y a quand même une différence de 20 billes, vous allez me dire. Putain, le monde actuel avec des billes, je sais pas d'où j'ai sorti ça. Bref. Mais il y a encore très peu de temps, le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine, enfin pas trop la Russie, c'était des pays considérés vraiment comme le tiers-monde. Et en très peu de temps, ils sont montés. Et maintenant, on commence vraiment à avoir des films chinois, des films brésiliens, des films indiens. L'Inde, c'est un petit cas particulier. La Russie aussi, parce qu'on en avait déjà beaucoup pendant l'URSS. Là, vous voulez un petit truc sur la Russie? Ouais, allez. Un nouveau sommaire, un jour je ferai le cinéma russe. Parce que le cinéma russe, il y a URSS et Russie, bien sûr. Donc, comme vous le savez, une fois que l'URSS a chuté, la Russie était un peu dans la merde. Et en fait, maintenant, on le compte parmi les pays émergents, alors qu'avant, on le comptait parmi les pays riches. Je ne sais pas trop quoi en penser de cette classification, je vous l'avouerai. En fait, je sais même pas si je vous ferai une vidéo spéciale cinéma russe. Peut-être un jour, voilà. De toute façon, en fait, tous les pays que je vous cite, j'aimerais vous faire des vidéos spéciales Afrique du Sud, Inde, enfin bref. Vraiment, j'adore, pas la géographie, mais l'étude des cultures. Voilà. Même pas l'étude du monde actuel. Je vous avoue que la mondialisation, c'est intéressant, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est étudier une culture mondiale. Et pourquoi? Parce que j'adore, en fait, j'ai envie de dire que j'adore la mondialisation. Parce que c'est un mix de cultures. Et c'est ça que j'aime. C'est que vous allez avoir des cultures qui vont se rencontrer, une diversité culturelle. Et l'histoire me donnera raison, à chaque fois, quand il n'y a pas de diversité culturelle dans un pays, ça part toujours en couille. Et oui, dès qu'on veut séparer des peuples, ça ne va pas. Il faut mélanger. Voilà, c'est mon avis sur la mondialisation. C'est pour ça que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec les altermondialistes. Non, mais c'est par sujet, hein. Enfin bref. Où est-ce que j'en étais? Désolé, je cut. Me revoilà.
Désolé, donc j'ai un peu de réécouter ce que je viens de dire, enfin la fin surtout. Je viens de donner quand même un avis assez marqué parce que je suis pas trop altermondialiste sur la mondialisation. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Je viens de donner mon avis et j'y suis passé assez vite. Ne croyez pas que c'est parce que j'ai pas envie de donner mon avis, parce que ça me ferait peur ou quoi. C'est parce que je compte vous le donner plus tard. Donc ne vous en faites pas. Vous allez savoir un petit peu plus pourquoi je suis pour cette mixité culturelle. Je vais plus vous l'expliquer parce que là c'était un peu simpliste, hein, je vous l'avoue. Je vais plus vous l'expliquer. Donc j'avais dit que j'étais un peu paumé, en fait j'avais fait le tour un petit peu mon exemple avec les billes, donc oui vous pouvez arrêter de regarder la vidéo, hein, je pense que l'animation doit être terminée, enfin j'en sais rien, je l'ai pas encore faite. Oui voilà, d'ailleurs je vais bientôt vous dire de revoir la vidéo, donc ne regardez pas. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je m'embrouille complètement dans ce que je dis. Ah oui aussi en réécoutant j'ai entendu que ça faisait des petits vidéos coupées de temps en temps. Je ne sais pas d'où ça vient, je suis désolé. J'essaierai de régler. Bon là, je vais pas le refaire parce que je suis quand même assez content de ce que je vous ai dit. Enfin, je vais pas. Une autre fois, je réglerai ce problème-là. Je sais pas en plus, je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être que vous l'entendez pas, hein, peut-être que vous savez pas du tout de quoi je suis en train de parler et je l'espère. J'espère que je suis en train de passer pour un idiot parce que vraiment c'est pas terrible. Alors que j'ai un bon micro, je pense que c'est un peu dommage d'avoir ce problème de son. Bref, je vous avais dit que j'étais perdu, en fait j'avais fini pour cet exemple des billets. Donc maintenant je vais vous redire ma théorie. L'intégration d'un pays à la mondialisation joue un rôle essentiel sur les films qu'il produit et sur le monde actuel. Alors peut-être que vous n'avez pas compris, donc je sais pas. L'intégration d'un pays à la mondialisation, donc c'est-à-dire, en fait je devrais dire le degré d'intégration. Les BRICS ne sont pas autant intégrés que l'Union Européenne. Vous voyez ce que je veux dire? La mondialisation, c'est cette espèce de club qui est au début. C'est un club qu'on essaie d'intégrer, hein, je vous l'ai dit. Vraiment, les pays veulent y aller, sauf quelques cas à part, et ils sont pas intéressants. On dit des cas à part, comme ça on se dit, ouais, c'est n'importe quoi, les Indiens en Amazonie, la Corée du Nord. Enfin, oui, c'est ceux qui sont à part, hein, le Bhoutan, bref. Il ne faut pas les négliger. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas partie de la mondialisation qu'il faut les oublier. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que. C'est aussi un des buts de ma vidéo. Vous savez, au début, j'ai commencé par cette petite intro où je dis oui, le cinéma du reste du monde n'est pas intéressant. Bon, c'était un peu gros parce que c'était que le cinéma européen, japonais et américain voilà, que le mec aime. Enfin, le mec qui dit ça, c'est pas moi. Enfin, si, c'est moi, mais c'est pas. Vous avez compris que c'est pas mon avis. Donc, oui, c'est un peu gros. On sait qu'il y a d'autres cinémas. Mais il y a. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup cet esprit. C'est-à-dire que si. Bah, vous vous êtes jamais demandé pourquoi, si on vous propose un film américain, un film péruvien, vous allez jamais dire le film péruvien, vous allez jamais le choisir. Enfin, je sais pas, je vous connais pas. Hein. Mais pourquoi ça va pas vous. Au moins, pourquoi ça va pas vous faire le même effet? Parce que vous savez. Oui, c'est l'offre et la demande. C'est très important ça à comprendre. Parce que vous savez que, inconsciemment, que les États-Unis, eux, savent quand ils font un film qui va faire le tour du monde, que donc ils font le film en conséquence, c'est-à-dire qu'ils font le film exprès pour un tel public. C'est ce que je dis, hein, dans l'intégration d'un pays à la mondialisation joue un rôle essentiel sur les films qu'il produit, c'est-à-dire en fait, ah ouais, en fait, vous savez, j'avais bugué. Il manque et l'exportation. Ça joue un rôle essentiel sur le film qu'il produit et son exportation. C'est-à-dire que si le pays est intégré à la mondialisation, ben il peut se permettre de faire des films qui vont faire le tour du monde, destinés à un public mondial. Et ouais. Et ça, c'est pas rien, parce que ça veut dire que le film, il faut qu'un japonais, un européen, un américain puisse le comprendre. Et c'est pas rien. Donc, vous savez, quand on vous propose un film américain, que ce film, eh ben, il est destiné à tout le monde. En général, hein, bien sûr. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, je ne généralisais pas sur le cinéma américain. Mais l'histoire du cinéma américain fait, et même l'histoire des États-Unis, fait que c'est vraiment un pays exportateur de culture. Vous le savez, hein, les jeans, on parle de l'américanisation et tout. Mais là aussi, il faut nuancer. Ce n'est pas que la culture américaine. Ouais, moi, je vais vous en parler maintenant. Allez. Moi, j'entends souvent ce terme que j'aime pas trop. Américanisation du monde. Je suis pas d'accord. Parce que l'américanisation du monde, putain du world, je suis complètement américain. I am American, you see I speak American with accent. Ouais, fuck that. Je sais pas parler très bien anglais, hein, je suis désolé. Mais je dis des mots anglais sans faire exprès, c'est bien la preuve. Du coup, je vais pas trop pouvoir vous soutenir ma thèse. Non, ce que je disais, c'est que l'américanisation du monde
ça sous-entend que il y a une culture américaine qui s'exporte un peu partout dans le monde. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est cette culture américaine si ce n'est un mix d'autres cultures? Et oui, la culture américaine, c'est déjà notre culture à nous, la culture européenne, mais à la sauce, j'ai pas envie de dire à la sauce américaine, mais oui, à la sauce américaine, mais la sauce américaine c'est quoi? C'est un mix de cultures, c'est un mix de la culture africaine. Le jazz c'est quoi? C'est la musique classique et la musique africaine mélangée. Donc, oui, c'est vraiment un mix. Et donc, notre troisième ami, le Japon, on a souvent tendance à dire oui, ils sont vraiment différents, les pauvres, on les a forcés à s'intégrer. Non, non, vous regardez l'histoire du Japon, vous verrez que c'est différent. Là où je veux en venir, c'est que même les États-Unis, même les films américains sont énormément inspirés des films japonais. Et oui, regardez Star Wars. Vous connaissez tout Star Wars, j'espère. C'est complètement un remake de La Forteresse cachée de Akira Kurosawa. Les 7 samouraïs ont leur remake, les 7 mercenaires. Aujourd'hui, les films américains font plein de remakes des films japonais. Et même des films français. J'ai envie de dire, je sais plus quel film de Truffaut, la Nuit américaine, je crois, je suis pas sûr. Il a son remake américain. Et là, vous allez dire, oui, mais c'est des cas isolés et tout. Non, non. Quant à Tarantino, vous connaissez. Ce gars ne juge que par la nouvelle vague française. La nouvelle vague française, c'est un courant du cinéma français que je n'aime pas tellement. Enfin bref, si, non, bref. Prochaine vidéo spéciale, nouvelle vague française. Enfin, prochaine, une nouvelle, une autre, un jour. Enfin bref, quant à Tarantino, ne juge que par la nouvelle vague. Et en même temps, il adore les films populaires chinois, hongkongais, tout ce que vous voulez. Donc, ouais, les États-Unis, c'est un peu cet esprit. En fait, si je suis américanisé, j'en suis content parce que je les trouve très curieux, moi. Je les trouve pas du tout centrés sur eux-mêmes. Je les trouve vraiment. Je pense qu'ils prennent vraiment de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Vraiment. C'est. Même si les vols, c'est pas grave, à la limite, on fait toujours quelque chose d'original. Il y a pas de Je pense que c'est pas tellement grave de. Bon, à la limite, on le cite, c'est pas mal. Il y a eu quelques cas que je pourrais vous citer qui sont pas très fair-play, on va dire, qu'ont fait les Américains. Enfin bref, c'est beaucoup de choses les États-Unis, hein. Et comme c'est beaucoup de choses, il n'y a pas que du mauvais. Enfin bref, américanisation du monde, twirl, décidément. J'aurais envie de dire qu'en fait, c'est l'uniformisation du monde. Et peut-être un petit peu dirigé par les États-Unis, c'est sûr. Mais quand même, la culture tourne entre le Japon, l'Europe et les États-Unis. C'est comme ça. Ah oui, à propos de ça. Tout à l'heure, je vous parlais de triade. Je vous disais Europe de l'Ouest, États-Unis et Japon. Aujourd'hui, les géographes, ils aiment pas qu'on désigne la triade comme ça. Ils aiment qu'on dise l'extrême-orient. Enfin, non, même pas. En fait, le Japon, la Corée du Sud, je sais pas comment ils appellent ça. Le Japon, la Corée du Sud, la côte chinoise, Taïwan jusqu'à Singapour. Ça fait beaucoup de choses. Mais en fait, c'est parce qu'avec l'évolution du monde, on peut vraiment dire que ces nouveaux espaces font partie de la mondialisation. Donc il y a ça, et il y a aussi en Amérique, toute l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et le Mexique, en plus des États-Unis. Et en Europe, bah, c'est l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Alors, question cinéma. Bah oui, regardez Michel Haneke. Je sais pas, je regarde pas beaucoup de ses films, j'aime pas énormément. Enfin bref, ce mec vient d'Autriche, il me semble. J'espère que je dis pas de conneries. Voilà, et il fait des films en France. Regardez aux États-Unis. Je pourrais vous citer des exemples de partout, hein. Avatar, vous avez tous vu Avatar? Est-ce que vous savez que le réalisateur est canadien? Hein, vous le savez ça? Et ouais, James Cameron, il est canadien. Et c'est pas pour rien. C'est parce que. euh, Quoique non, c'est pas un super bon exemple parce qu'il faisait déjà des gros films il y a pas longtemps. Non, je vais prendre un exemple. Gravity, c'est un film d'Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, c'est un Mexicain. Et ouais. Donc, il y a quelques années, un film avec un tel budget fait par un étranger, parce que oui, pour les États-Unis, ils sont vachement recentrés sur eux-mêmes, hein. J'aime bien dire du bien, mais faut aussi nuancer, hein. Toujours, bon, vous avez compris le principe, hein. Nuancer. J'adore ce mot. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Alfonso Cuarón, il y a quelques années, on n'aurait pas engagé un étranger pour faire un film d'une telle ampleur. Guillermo del Toro et Pacific Rim, c'est pareil, c'est un Mexicain qui a fait ce film. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais l'argent vient des États-Unis, peu importe. Peu importe, le film, c'est avant tout le film d'un réalisateur. Et là, je sais que je suis très français quand je dis ça, parce qu'aux États-Unis, le réalisateur n'est qu'un employé, certes, mais quand même. Il y a ce petit truc qui fait que ils ont pas tort les géographes quand ils disent que la triade ce n'est plus que les États-Unis, l'Europe et le Japon. Donc voilà, ne faites pas l'erreur. Et pour le Japon, si vous voulez que je vous cite un exemple, qu'est-ce que mais vous allez pas connaître. Ouais, c'est pas grave. Vous ne connaissez pas Takeshi Miike, qui est un réalisateur que j'adore.
qui a fait des très bons films. Il fait énormément de films, il a un rythme de film incroyable, il fait plusieurs films par an. Il a fait un film qui s'appelle... il a fait un film... il s'appelle The Happiness of the Katakuris. Le bonheur des Katakuris. C'est un film complètement fou, une espèce de comédie musicale complètement tordue sur une famille de meurtriers. Enfin non, c'est même pas des meurtriers. Bref, surtout que j'ai pas envie de vous spoiler. Je vous ai rien spoilé, ne vous en faites pas. C'est un remake d'un film coréen, sud-coréen, de je ne sais pas qui, je suis désolé, qui s'appelle The Quiet Family, qui est aussi très bon. Enfin bref. Alors qu'avant, le Japon et la Corée, ils avaient pas trop de rapport. Je vous ferai une vidéo sur le cinéma coréen, exprès. Et je la ferai en même temps, ou enfin, pas très longtemps après ou avant le cinéma japonais. Parce qu'ils vont ensemble, hein. Ce sont deux peuples qui ont une histoire un peu commune et pas toujours très glorieuse. Donc voilà, ils ont vraiment des liens. Ah mais ça m'énerve parce que là j'ai envie de vous citer un autre truc mais je connais pas le nom. Bon écoutez, je fais un cut et je vous mets le nom comme ça, mais je vous l'avoue, hein, le nom je me rappelle pas. Donc quand je vais vous le sortir, je viens de le trouver sur Wikipédia. Petit cut, désolé. Me revoilà. Alors, vous ne le savez pas, mais en fait, il y a un certain temps qui s'est passé entre le dernier cut, enfin, vous, c'était il y a 2 secondes, et maintenant, environ 1 heure. Et entre-temps, eh bien, il s'est mis à pleuvoir, donc peut-être que vous entendez le bruit de la pluie qui tape contre les vitres, j'espère pas, j'espère que ça vous dérange pas si vous l'entendez, que c'est pas très agréable aussi. Il y a eu ça, et moi j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fait, et putain, déjà j'ai dit beaucoup trop putain, désolé. Euh, et donc, je trouve que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Dans le sens où je dis pas mal de bêtises, où je choisis pas super bien mes mots. Donc, cette vidéo, c'est ma première vidéo. Alors, je sais que ça m'excuse pas vraiment, parce que c'est les mots que j'utilise un petit peu moi tous les jours, donc en fait, c'est vraiment moi que je présente. Donc, celui que vous voyez, ben, moi je m'exprime comme ça, donc le Néfélé que vous connaissez, c'est quelqu'un qui se trompe, hein, plus que beaucoup de gens. Voilà, déjà. Je tiens à vous le dire. Donc déjà j'assume totalement, je pourrais toujours me tromper dans mes vidéos, c'est forcément possible. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je peux toujours me tromper et, et aussi j'ai peut-être du mal à convaincre à des moments parce que je suis pas super calé en rhétorique. Donc je vais essayer d'améliorer ma diction, enfin d'améliorer de mieux connaître le sens des mots, de mieux connaître les mots. Quand on connaît plus de mots, on sait mieux les manier et du coup on peut mieux choisir les mots. Et ça c'est vraiment utile quand on parle spontanément comme ça parce que si quand on l'écrit c'est plus simple, hein. Bah oui parce que j'ai juste à trouver un peu les synonymes, à chercher vraiment ce qui correspond bien et, euh, et vous comprenez beaucoup mieux ce que je veux dire. Et ça vous prend moins de temps en même temps. Mais il y a un petit côté malhonnête. Donc je resterai comme ça. Voilà. Donc c'est moi qui vais m'améliorer et c'est pas mes vidéos qui vont changer. Bah, c'est pas le concept de mes vidéos qui va changer, c'est moi qui vais grandir, je l'espère. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais coupé en disant que oui, le nom d'un gars. En fait, c'est complètement hors sujet, donc on va pas en parler. Désolé, en fait, c'est une idée qui m'était venue, mais ça n'a rien à voir. Euh, ouais, aussi en me réécoutant, je vais sur un peu beaucoup trop de sujets, je trouve. Donc là, vraiment, j'ai envie de faire cinéma et mondialisation, le rapport. Voilà, maintenant, dans ma tête, c'est vraiment que de ça que je parle. Donc allons-y. Désolé, enfin, franchement, ça doit être vachement indigeste. Déjà, si vous m'écoutez encore jusque maintenant, bravo. Et vraiment désolé de vous proposer un contenu aussi indigeste. Mais j'espère qu'il vous fera un peu réfléchir quand même. Donc voilà. Ce que j'aimerais vraiment, après avoir vu cette vidéo, c'est ne choisissez pas un film en fonction de sa nationalité. Ah là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce que tu me dis que tous les films, selon les pays, sont différents. Donc selon si on aime tel pays ou tel pays, enfin, ça serait mieux si par exemple moi j'aime beaucoup la France, bah, je regardais plus des films français. Non, non, ne réfléchissez pas comme ça. Choisissez, établissez-vous une bibliothèque cinématographique mondiale. Essayez d'avoir autant de films asiatiques que de films américains, que de films européens et que de films africains. Et ouais, ouais. Ah, voilà où je voulais en venir. Les pays en marche. Les pays en... Je vais regarder les vidéos. Normalement, je suis en train de dessiner le monde, mais sans modèle. C'est-à-dire, vous aussi faites-le si vous voulez. Essayez de dessiner le monde comme vous le concevez, la carte du monde, comme vous la concevez. Faites les frontières aussi entre les pays si vous le sentez. Ça peut être utile. Et en fait, voyez quelle zone géographique vous savez le mieux dessiner. Et moi, en faisant ça, eh bien, je me rends très bien compte que ce sont l'Amérique du Nord, l'Europe
et l'Asie que je sais le mieux dessiner. Alors que l'Afrique, et l'Afrique c'est vachement intéressant parce que je sais bien dessiner l'Afrique du Nord, je sais bien dessiner l'Afrique du Sud, mais je ne sais pas dessiner tout le reste de l'Afrique. Et oui, parce que c'est ça l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, il y a deux pôles. Il y a l'Afrique du Sud, qui est la première puissance africaine, et il y a les pays d'Afrique du Nord qui ont profité, enfin profité non, c'est mauvais comme mot, qui, du fait de leur emplacement géographique proche de l'Union Européenne, peuvent profiter d'un commerce avec l'Union Européenne, qui fait qu'ils sont quand même pas mal placés en comparaison de d'autres pays d'Afrique. Et donc, voilà, vous savez, enfin moi je sais mieux dessiner certains pays que d'autres. Parce qu'en fait je connais mieux certains pays que d'autres. Et pourquoi? Parce que, enfin quand on regarde, les pays que je sais mieux dessiner sont les pays qui sont intégrés à la mondialisation. Et ouais, en fait je connais mieux les pays s'ils sont intégrés à la mondialisation. Et pourquoi? Enfin, est-ce que c'est bien? Non, je suis désolé. Il ne faut pas... Il ne faut pas... pourquoi est-ce que je devrais être plus calé sur le Japon que sur un pays en marge, je sais pas, que sur le Pérou. Mais encore le Pérou n'est pas trop en marge. Mais oui. Dans le dernier Minute Papillon, si vous regardez Minute Papillon, c'est une émission que j'aime beaucoup, hein. Chris dit, critique les critiques de cinéma qui eux n'aiment pas les blockbusters américains mais n'aiment que le cinéma péruvien. Donc moi j'ai regardé ça et en fait j'étais assez gêné parce que j'étais à proximité d'une péruvienne quand j'ai écouté ça et dire que le cinéma péruvien, enfin dans le message ça veut dire le cinéma péruvien est moins bien que le cinéma américain, ce qui n'est pas forcément vrai. Moi je vous avoue que je ne connais pas le cinéma péruvien, je vous l'avoue. Mais c'est pas parce que justement je ne le connais pas. Est-ce que c'est mauvais parce que je ne le connais pas ou est-ce que je ne le connais pas parce qu'il n'est pas intégré à la mondialisation? Les pays qui ne sont pas intégrés à la mondialisation ne peuvent pas exporter leur culture parce qu'ils n'ont pas internet, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le communiquer. C'est ça la mondialisation, c'est un réseau. Et donc forcément, on connaît beaucoup mieux le Japon. Et en fait, c'est ça l'essence de ma vidéo. Quand vous pensez choisir, vraiment, écoutez là, c'est vraiment l'essence de ma vidéo. Quand vous pensez choisir d'avoir une culture japonaise ou américaine, si vous adorez les États-Unis, ou française, si, bon, français c'est un peu différent parce que c'est votre pays, c'est normal. Mais si vous décidez d'être fan de manga, eh ben, vous ne le décidez pas complètement. C'est aussi les circonstances mondiales qui font que les circonstances économiques mondiales qui font que votre choix est celui-ci. Et oui, c'est le monde actuel vous le monde actuel vous ancre dans une certaine réalité et vous n'êtes pas totalement libre. Ça influe sur vos choix, forcément. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut à tout prix essayer de découvrir le cinéma d'autres pays? Parce que je vous jure qu'on trouve des perles quand on sort un petit peu de ce cercle Europe, États-Unis, Japon. On trouve des perles. Il y a des très bons films en Europe, aux États-Unis, au Japon. D'ailleurs, j'en connais plus des bons films de cette zone-là que des films thaïlandais. Et oui, mais pourquoi j'en connais plus? Pas parce que les Thaïlandais ne font pas des bons films, mais parce que les films thaïlandais ne s'exportent pas en Europe. Et vous savez pourquoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'offre et la demande. En Inde, par exemple, quand vous êtes en Inde, vous voulez faire un film, mais vous savez très bien que le film, il va s'exporter seulement au Pakistan et au Bangladesh, les deux pays qui parlent aussi la langue et qui sont frontaliers, et en Inde, bien sûr, et pas en Europe. Donc vous faites un film pour le public indien. Sauf qu'en Inde, on peut c'est le premier producteur de films. Alors vous imaginez bien que sur les... Moi je vois très peu de films indiens, je vous l'avoue, j'aimerais beaucoup en voir. Mais sur les 2000 films que l'Inde... Enfin, je ne connais pas les chiffres, hein, je vous l'avoue. Imaginons que l'Inde fait 2000 films par an. Sur les 2000 films que l'Inde fait par an, il y en aura forcément, il y aura forcément des chefs-d'œuvre. Et oui, c'est normal. Quand on fait énormément de films, et bah forcément, au bout d'un moment, il y en a un qui est bon. C'est logique. Je vous prends le cas d'un réalisateur japonais. Vous allez dire c'est un sujet parce que tu veux me parler de films que tu ne connais. Tu veux me donner envie de voir des films que j'ai pas forcément envie de voir. Non, c'est pas totalement hors sujet. Sono Shion, ce nom vous dit-il quelque chose? Je ne pense pas. Takeshi Miike, bon, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes. J'aime bien les rassembler. Ce sont deux réalisateurs qui sont adeptes du ce qu'on appelle le V-cinéma. Le cinéma qui sort d'abord en vidéo et ensuite au cinéma. Non, et jamais au cinéma. Voilà, pardon. Ils font des films qui sortent uniquement en DVD. Et donc, ces films sortent uniquement au DVD au Japon. Les films de Sono Shion, il y en a un ou deux, je pense pas dire de bêtises, sur une petite vingtaine, qui sont disponibles en France.
Et honnêtement, ces un ou deux films sont des purs. Les un ou deux films qui sont disponibles sont des purs chefs-d'œuvre. J'ai pu en trouver quelques autres grâce au téléchargement illégal. Et oui, je suis désolé, hein, mais je les télécharge ces films. Il n'y a aucun autre moyen de les voir, à part aller en festival. Et moi, j'habite pas à proximité de festival. Je n'habite pas à Paris, je suis désolé. Donc moi, je télécharge illégalement les films que je ne peux pas prouver. Et oui, je le dis, je l'affirme. Et oui, c'est comme ça. Sortez-les en DVD si vous voulez que je les achète. Je sais pas contre qui je m'énerve, mais voilà. Et donc, il a fait plein de films. Il en a fait des moins bien. Mais on sent que le mec fait que travailler. Et oui, c'est logique, si vous faites plein de films, si vous en faites plein dans votre vie, vous serez forcément meilleur qu'un mec qui en fait que tous les 5 ans. À moins que le mec soit un génie comme Kubrick. Mais là, c'est différent. C'est comme, imaginez, c'est comme si c'était... quand vous apprenez à faire des films, c'est comme si vous appreniez à dessiner. Quand vous apprenez à dessiner, bah, il va falloir que vous fassiez plein de dessins avant d'arriver à faire des bons dessins. Et bah c'est pareil pour les films, sauf que les films, pour pouvoir faire plein de films, et bah c'est un peu compliqué. Alors pour faire un bon film en ayant du premier coup, et bah, je suis désolé, il faut de l'argent. Et ça, l'argent, on l'a pas forcément dans tous les pays, notamment les pays qui ne font pas partie de la mondialisation. Donc eux, ils font énormément de films qui n'ont pas beaucoup de budget. Et à force de faire des films, je vous jure qu'on trouve des pépites. Je peux vous en citer plein. Pas autant que des bons films français ou américains ou japonais mainstream, hein, parce que Sonoshion et Takeshi Miike, c'est le truc que ce n'est pas le mainstream japonais, hein, ce n'est pas du Miyazaki ou du Kurosawa, non, non, c'est les bas-fonds, vraiment. C'est même les japonais ne voient pas ces films, parce qu'il faut qu'ils les achètent en DVD pour les voir. Donc très peu de chances qu'ils les trouvent. Voilà, c'est logique. C'est ce que je vous disais, hein, l'offre et la demande. S'il n'y a pas une demande pour certains films, eh ben, ce qu'on offre, eh bien, enfin, l'offre va être influée par la demande. C'est ma théorie, hein. L'intégration d'un pays à la mondialisation joue un rôle essentiel sur la production et l'exportation des films de ce pays et sur le monde actuel. Donc ça, c'était pour la première partie de ma théorie sur le pardon, sur le rôle que ça, sur le rôle que joue la mondialisation sur les pays, c'est-à-dire selon si un pays est intégré à la mondialisation, c'est-à-dire selon s'il va pouvoir l'exporter son film ou pas, ou le vendre au cinéma ou en DVD, eh bien selon le pays, eh bien le film sera totalement différent. C'est pour ça que ça joue un rôle essentiel sur les films qu'il produit, et j'ai rajouté et sur le monde actuel. Et là aussi c'est très intéressant. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand je vous dis que vous n'êtes pas libre totalement libre de dire oui, moi je choisis d'être fan de cinéma japonais ou de cinéma américain. Et oui, parce que selon les pays qui ont un poids sur la mondialisation, eh bien la culture vient de là. C'est un peu l'élite, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, l'élite, carrément. Ceux qui dominent le monde, eh bien ce sont eux qu'on écoute, forcément. Et donc la culture actuelle, elle est composée de ceux qui... la culture, j'ai pas envie de dire mainstream, mais la culture que les gens connaissent le plus, c'est la culture des élites. Et oui. Et malgré tout, cette culture se mixe de plus en plus avec le cinéma, avec les autres pays du monde. Regardez un film comme District 9. C'est pas magnifique. Le film, c'est une production néo-zélandaise. Que vous aimez ou pas le film, c'est pas grave. Mais juste le concept de la production de ce film. Peter Jackson, néo-zélandais, vient donner le fric à ce Sud-Africain, Neil Blomkamp. Il vient donner l'argent, il fait ressortir ce gars qui est un fou d'effets spéciaux alors qu'il a grandi à Johannesburg. C'est génial. C'est une et en même temps, ça s'exporte partout aux États-Unis. Il y a des perles qui sortent des mix de cultures. Ça, c'est le genre de film que j'adore. C'est des films qui n'ont pas de frontières. Arrêtez avec les frontières. Et à propos de ça, j'aimerais vous parler dans une prochaine vidéo de ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Et là, je peux vous dire que j'ai un avis catégorique là-dessus. Pour une prochaine fois, vous en faites pas, je vous en parlerai. Et je pense que vous serez pas déçus. Voilà. Je pense que je vais finir maintenant. Je vais conclure là-dessus. Alors voilà, ces deux choses. Les pays, c'est deux choses que j'aimerais que vous reteniez. Les pays, en fonction du degré d'intégration, c'est-à-dire s'ils font bien partie du club, s'ils en font carrément partie ou pas, eh bien ils vont produire des films. Le film final en sera forcément influencé. C'est-à-dire que le film ne sera pas le même selon qui on sait qu'il regardera. C'est l'offre et la demande. Si le producteur sait que seulement des Indiens seulement des Indiens le regarderont, eh bien, le film ne sera pas le même que si le producteur sait que toute la planète entière le verra. Voilà.
Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des perles, des chefs-d'œuvre qui sortent parce que le film est destiné à un public indien ou péruvien ou thaïlandais. À propos du cinéma thaïlandais, je vous conseille un film qui est totalement là-dessus, Citizen Dog de Visit Sananasiang. Alors, tapez Citizen Dog, Citizen, citoyen en anglais, Dog, le chien en anglais. Voilà, vous avez compris. Trouvez-le. Ce film, déjà rien que la production, c'est Luc Besson avec EuropaCorp, sa société de production, qui produit ce film thaïlandais. Il n'a pas eu de sortie en France. Hein. Arrêtez de dire que Luc Besson est un vendu, hein, s'il vous plaît. Bref. Ouais, j'aimerais bien faire une vidéo sur Luc Besson un jour. Enfin, ça sera sur le cinéma français en général, hein, avec l'exception culturelle française, ça entre là-dedans. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est un super film qui parle. L'histoire, en fait, c'est un fermier de Thaïlande, donc quelqu'un qui vit dans la campagne thaïlandaise et qui part, il a 20 ans, il part à Bangkok. Et en fait, il va découvrir un monde complètement différent. Et oui, parce que vous vous doutez bien que Bangkok, qui est presque une ville mondiale aujourd'hui, complètement connectée avec les autres mégalopoles mondiales, est beaucoup plus relié, j'ai envie de dire, à Paris qu'à la campagne thaïlandaise. Et oui, ce sont deux endroits complètement différents. Et donc, il découvre un autre monde. Il découvre le monde, mais le monde au sens la mondialisation. Et c'est vraiment génial. C'est ultra poétique. Thomas vous en a parlé, il vous a dit dans son top 5 que un de ses films préférés était Les larmes du tigre noir. C'est pareil, c'est pas la même histoire, mais c'est le même réalisateur. La photographie est absolument superbe. Je vous dis, si vous aimez des films du genre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Human Nature, Be Kind Rewind, plus récemment, Be Kind Rewind, c'est Soyez sympa rembobiné, The Way and the Eye, bon, en fait, je cite tous les bons bris. Plus récemment, L'écume des jours, c'est vraiment un peu dans ce style-là, c'est-à-dire un petit peu bricolé, et c'est magnifique. De quelque chose qui est bricolé, on en tire j'ai envie de dire la perfection. Moi aussi, j'adore ces films, Thomas. C'est vraiment génial. C'est du cinéma thaïlandais que je sais pas où j'ai trouvé ça. Vraiment, c'est génial. Voilà, il y a ce film que j'aimerais que vous voyez, et il y a un autre film qui s'appelle Bird People in China, ou Bird People of China. Je sais pas si c'est off ou in. C'est de Takeshi Miike, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça parle d'un yakuza et d'un fonctionnaire japonais. Voilà, donc deux personnes qui ont a priori rien à voir. Un yakuza, vous savez, la mafia japonaise, un petit peu fou, vraiment complètement taré. Et le fonctionnaire bien droit, bien strict, qui obéit à son entreprise. Et donc qui les envoie en Chine trouver un gisement de pétrole au fin fond du Yunnan. Le Yunnan, c'est une région du sud de la Chine complètement perdue entre les montagnes. C'est magnifique. Et en fait, ils vont tomber sur un petit village reculé qui n'a. Vous savez, quand je vous parlais des gens en marge de la mondialisation, les deux qui ont décidé de pas jouer aux billes, eh ben, ils vont tomber sur ça. Alors que eux, ils en font complètement partie. Ils vont apprendre à relativiser la place la place de, du Japon, la place de la mondialisation, enfin de l'élite. Pour eux, ils arrivent comme ça, c'est l'élite, et ils arrivent dans ce pays qui n'a rien à voir. Parce que là, vraiment, vous dites la Chine, oui, c'est quand même maintenant un peu des villes, Pékin, tout ça. Non, non, là, on est au milieu de de la campagne. Le mec, dans le film, il y a un vieux, on dit qu'il ne sait même pas qui est Mao Zedong. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas que la Chine est devenue communiste un jour. Vous voyez le truc. Donc c'est vraiment un choc de culture et c'est magnifique. Et la morale, le message à la fin est génial. Vraiment. Je vous le dis, c'est vraiment. Takeshi Miike, je vous en ai parlé, hein, c'est vraiment de la bombe. Et c'est très peu connu, ce Takeshi Miike. Hein, c'est du V-Cinéma, c'est pas sorti au cinéma. Hein. Donc je pense que c'est même pas sorti en DVD. Téléchargez-le, hein, je vous le dis. Voilà. Moi je l'ai téléchargé hein, parce que ça n'existe pas en DVD. Puis j'habite pas. Je suis un peu comme les gens du Yunnan. Moi j'ai pas trop accès à des DVD à des endroits où on peut acheter des DVD. Bref. Non, mais ça fait. Vous vous dites ça, ouais, mais il raconte sa vie. Non, non, ça fait aussi partie de la mondialisation. Et ouais, parce que si vous pouvez pas vous fournir de films, et bah, vous pouvez pas forcément vous intéresser au cinéma. Et ouais. Donc il y a certains pays qui sont complètement absents, qui n'ont pas de cinéma parce que c'est ce qu'on appelle les trois secteurs économiques. Vous savez, il y a le tertiaire, le secondaire, non, le primaire, le secondaire et le tertiaire. En fait, ça veut dire d'abord il faut manger, d'abord il faut avoir une agriculture. Ensuite, le tertiaire, c'est l'industriel. Ensuite, on peut se charger de produire en masse de la nourriture, d'autres choses, des automobiles, bref. Et le tertiaire, bah, c'est le divertissement,
C'est-à-dire ensuite, on peut enfin, une fois qu'on a un bon mode de vie, on peut enfin regarder les films. Et donc il faut qu'un pays soit dans son passage tertiaire, et ce ne sont pas tous les pays qui y sont encore, pour euh, pouvoir avoir le plaisir de regarder des films. Et c'est notamment le cas de beaucoup de pays en Afrique. Et encore, je vous avoue que je suis pas trop documenté là-dessus. Et quand je vois un pays comme le Nigeria, avec Nollywood, ouais, Nollywood. Et ça, c'est les quatrième ou cinquième exportateurs mondiaux de films, parce qu'ils font énormément de films. Je me dis, quand même, les gens ont un peu accès aux films. Mais c'est pas la même chose. Eux, c'est des copies piratées qu'on vend comme ça, ou... Voilà. C'est comme enfin, c'est pas le même accès. Et je pense, par exemple, pour le Moyen-Orient, d'ailleurs, j'aimerais vous faire une vidéo, encore une fois, sur le cinéma iranien. En Iran, on a souvent tendance à dire oui, mais eux, ils bloquent tout le cinéma occidental, du genre on interdit tous les films occidentaux, c'est une dictature. Non, non, ça c'est une connerie qu'on a inventée pour aller les bombarder. Non, mais enfin, je vous expliquerai. Mais en gros, en Iran, oui, c'est interdit. Enfin, on ne diffuse pas les films américains dans leur grande majorité. Beaucoup sont censurés. Mais je peux vous assurer, je vous enverrai des. Vous n'avez qu'à voir un documentaire. Non, je vous le dirai, le documentaire pour la vidéo spéciale iranien, cinéma iranien. Je peux vous assurer que grâce au téléchargement illégal, et ouais, ça aussi du bon, on peut, ils ont accès au cinéma mondial. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc, j'avais dit que j'étais en train de finir, je suis désolé, j'ai fait encore une parenthèse. Euh, donc, je disais que ça. Voilà, deux choses à propos de ma théorie. Ce truc sur le fait que ça influe sur le cinéma d'un pays. La mondialisation influe sur le cinéma d'un pays, en fonction si le pays est intégré plus ou moins à la mondialisation. Et ça influe aussi sur le cinéma mondial. Le cinéma mondial, c'est ce dont je vous parlais, le cinéma de la triade, le cinéma qui tourne entre les trois pôles, Japon, enfin Extrême-Orient, Amérique du Nord et Europe. Voilà, ça influe là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand si vous le dernier à être arrivé dans ce cercle, j'ai envie de dire, c'est un cercle, hein, c'est plutôt fermé, hein, c'est un club, je vous l'ai dit. Le dernier à être arrivé dans ce cercle, c'est le Japon. Et le Japon, quand ils sont arrivés, pas forcément le cinéma, hein, mais regardez, je sais pas si vous. Les sushis, au début, on se disait, mais jamais on va manger ça, c'est ignoble, manger du poisson cru, des algues. Vous imaginez manger des algues? Non, non, c'est complètement dans notre culture. Pokémon, au début, ça faisait vachement peur. On se disait, mais ça va rendre les enfants violents, c'est n'importe quoi. Mais où est Disney dans Pokémon? J'ai envie de dire. Non, mais sérieux, c'est vraiment ça. Ça nous faisait peur. Maintenant, c'est bon. Le Japon est complètement intégré. Eh bien, c'est un peu pareil avec ce que j'appelle, avec les BRICS. Ouais. Maintenant, on a le cinéma chinois a de plus en plus d'influence sur le cinéma, sur les cinéastes occidentaux. J'ai envie de dire occidentaux, mais quand je dis occidentaux, je comprends aussi le Japon. Oui, parce que pour moi, le Japon est un pays occidental. Ouais, ouais, carrément. Mais ce sera pour la vidéo spéciale Japon, hein, vous en faites pas. Euh, donc, les Chinois, les Indiens, le Brésil. Enfin, regardez la cité de Dieu de Fernando Meirelles. Si ça, c'est pas un film génial, un film portugais, mais comment moi qui veux devenir réalisateur, ça ne peut être qu'une influence sur mon travail. Ce sont des nouveautés. Vous savez, on a souvent tendance à dire que à force on commence un peu à faire la même chose et du coup on tourne un peu en rond. C'est un peu vrai, c'est un peu la marche du monde. On tourne Europe, États-Unis, Japon, Europe, États-Unis, Japon. C'est vrai, on tourne un peu. Et donc, quand il y a quelque chose de nouveau qui vient s'ajouter, mais pour des créateurs, je vous dis pas l'influence que ça peut avoir. Ouais, ouais, carrément. Les nouveaux, si vous, en fait, ma théorie, c'est vraiment que le cinéma mondial est influencé selon les pays les plus émergents, selon les nouveaux pays, les les pays qui vont arriver. Et donc, grâce à ça, grâce à mes théories, vous pouvez déduire à quoi ressemblera le cinéma dans 50 ans, dans 20 ans même, ou à quoi ressemblera votre culture, votre assiette. Bah oui, la mondialisation, c'est d'abord ça, c'est d'abord ce que vous mangez. Oui, parce que regardez les ramen, les nouilles. Avant, on n'en mangeait jamais. Moi, j'en mange presque une fois par semaine maintenant. Alors que ça vient d'Asie. Enfin, voilà. Vous voyez le truc? La Thaïlande. Regardez Citizen Dog. À un moment, il mange des sauterelles grillées. Dans le film, ça passe normal. Il y a pas de, c'est pas filmé en gros plan du genre, vous savez, c'est un truc de fou. Non, non, c'est dans leur culture. Et donc, à partir du moment où la Thaïlande, ça sera un pays intégré à la mondialisation, leurs films aussi, s'ils font le choix, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais s'ils font le choix d'exporter leurs films en Occident, eh ben on va se mettre à voir des Thaïlandais qui mangent des sauterelles et ils font ça sans aucune gêne. Et donc, au final, ça va devenir banal aussi pour nos enfants, pour nous.
ça va devenir quelque chose de banal. Et donc, ça va carrément changer notre culture. Donc, si vous voulez prédire un petit peu à quoi ressemblera le monde dans pas beaucoup de temps, et ben regardez les pays qui sont en train d'entrer dans la mondialisation. Voilà. Voilà, donc c'est bon, j'ai terminé. Je vais vous laisser sur ce petit message. Choisissez les films que vous consommez. Et oui, parce que vous consommez des films. C'est-à-dire que ça fait partie de vous après, une fois que vous l'avez vu. Ça vous marque. Tous les films que vous voyez vous marquent d'une certaine façon. Donc, ne dites pas que vous êtes libre de choisir vos films si vous décidez de regarder uniquement du cinéma américain, japonais ou européen. Ou alors faites-le en connaissance de cause. Sachez que c'est uniquement que c'est actuellement les dominants que c'est actuellement les dominateurs du cinéma mondial. Voilà. Donc, sélectionnez les films en fonction des pays d'où ils viennent. Voilà. Et comme ça, établissez-vous une culture mondiale. Car c'est ça, le 21e siècle. C'est la mondialisation. Allez, au revoir tout le monde.